Bonjour à toutes et à tous. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous présenter nos excuses quant à la qualité de cet audio. On a eu des soucis techniques, du coup on a été obligé d'utiliser le son de l'enregistrement Skype. J'espère que l'épisode vous plaira tout de même et on se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode de meilleure qualité, c'est promis. Prenez soin de vous. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Égaré, l'émission confinée de la Grenade Égarée. Chaque dimanche, retrouve 3 membres de la compagnie accompagnés d'un ou une invitée parmi nos abonnés. Au programme, cinéma, littérature, musique, séries et d'autres surprises vous attendent. Alors commençons sans plus tarder. Comme vous l'avez entendu dans le générique, on se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode du podcast Égaré. Enfin, une semaine s'est écoulée depuis l'enregistrement du premier et cette semaine, nous avons encore 3 invités d'exception. Au programme aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure parce que ça n'a pas plu à tout le monde ce qui s'est dit sur les Rémois la semaine dernière. Nous avons la chance d'accueillir parmi nous cette semaine 2 invités tout droit venus de Champagne, Juline et Stéphane. Juline et Stéphane, bonjour. 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 Comment ça va? Très très bien. Également. Énorme. Juline, Stéphane, honneur à n'importe qui veut se présenter en premier. Je vais laisser l'honneur à Julie. Je m'appelle Juline Dolignon. Je suis membre de la Grenade Égarée depuis le premier projet, c'est-à-dire Lucrèce Borgia, où j'ai joué Negroni pendant 2 ans. Ensuite, j'ai participé à la pièce Fin de partie de Thomas Cuesta, toujours dans la compagnie. Et voilà. Tu as plusieurs cordes à ton arc, il me semble. J'aime bien dessiner. Est-ce que tu dessines pas même beaucoup? En ce moment, oui, et j'aimerais bien, et je vais tout faire pour essayer de me former au tatouage. Est-ce qu'on peut dire à nos abonnés où te retrouver sur les réseaux pour voir ton travail de dessin? Bien sûr, @sainte-juline. Ça s'écrit comme ça s'entend. Exactement. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de projets pour m'aider à me former. Super, merci beaucoup Juline. Stéphane, Juline a parlé de fin de partie, de Lucrèce Borgia. Je connais pas. Mon oreille siffle et me dit que tu connais un peu ces projets. Qu'en est-il de toi? Eh ben oui, tout comme Juline, j'ai fait partie de ces 2 projets, donc de Lucrèce Borgia version 1 et version 3. J'ai été régisseur plateau sur Lucrèce Borgia version 2, qui a été mis en scène par Salomé Goyer. Donc j'ai fait fin de partie également. Incendie de l'amour, qui a été mis en scène par Flavien Baudron aussi, avec Louise Ferrette et Jeanne Simone, qui font partie de la compagnie également. Et là, pendant ce confinement, j'ai écrit et je suis en train de monter Suspect, un projet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Je suis très heureux chaque fois que je le monte. Je remercie encore tout le monde d'y avoir participé et ça me fait très plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver Suspect et quel est le pitch de Suspect pour donner envie à nos auditeurs auditrices? Alors, je vais commencer par le pitch, qui Suspect, c'est l'histoire de Richard Klein qui se fait assassiner alors qu'il donnait une réception avec sa femme pour annoncer sa grossesse. J'ai vu tellement de fois le générique que je peux vous le citer par cœur. Et donc, la police retient tous les suspects, toutes les personnes qui étaient présentes le soir de l'assassinat de Richard. Et donc, on va assister, nous aussi, à leurs témoignages et apprendre petit à petit qui sont ces personnes-là et qui a bien pu tuer Richard Klein. Et donc, c'est disponible sur la chaîne YouTube de la Grenade Égarée. Alors, si vous voulez savoir où tout ça se retrouve, tapez Compagnie La Grenade Égarée sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et vous aurez toutes les informations. Mesdames et messieurs, avant de rétablir la vérité sur Reims,
la joie aujourd'hui d'accueillir une invitée. On vous a demandé sur les réseaux sociaux, pareil, enfin sur Instagram, si vous souhaitiez participer au podcast de cette semaine et donc enregistrer avec nous pour que le podcast soit publié dimanche. La semaine dernière, on a accueilli Siméo, mais on a un peu triché, on n'avait pas fait de participation parce que c'était le premier, fallait qu'on se lance. Et on a eu plusieurs réponses cette semaine. Donc je suis allée sur tirageaussort.com où j'ai eu la chance d'inscrire plusieurs noms et c'est le magnifique nom de Lila qui est ressorti cette semaine et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Lila. Coucou Lila, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, comment tu as connu la Grenade et qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi? Je suis en licence de médiation culturelle avec Laura. D'accord. Donc toi. Je fais de la danse, de la musique et voilà. Je pense qu'il est important de notifier dans ta présentation que tu es une grosse fan des pirouettes. Oh. T'as vu qu'ils proposaient d'envoyer des chorégraphies sur leur Instagram? J'ai vu ça tout à l'heure. Oui, mais j'ai un peu honte de le faire. Pourquoi? Je sais pas. En plus, tu fais de la danse, c'est parfait. Ouais, mais pas de la danse TikTok. Je comprends. Mais sinon, tu te réinventes, tu fais une chorégraphie à toi sur la Ah, c'est quelqu'un la pirouette. Genre moi je pensais que tu faisais un des pirouettes. Ah oui, non, c'est un groupe. Alors attends, parce que je sens que Lila, elle va nous faire un malaise derrière sa caméra. Lila, qui sont les pirouettes? Alors les pirouettes, c'est Vicky et Léo. Ils ont la vingtaine. Et ils étaient ensemble avant, donc ils faisaient des chansons sur leur histoire. Et là, ils sont séparés, ils continuent la musique ensemble et j'aime beaucoup. Ok. Lila, comment est-ce que tu as connu la Grenade égarée, toi? Via vos réseaux sociaux, du coup. Et j'ai écouté le podcast de la semaine dernière et j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Excellent. Et ben c'est trop cool de t'avoir parmi nous cette semaine. Je suis super contente. Alors, on va passer à la première étape du podcast. Vous nous avez fait des retours sur la semaine dernière, donc déjà merci à vous pour ça. Et on a eu un petit souci la semaine dernière. Il s'avère que on a commencé à parler de Reims. Il faut savoir que Reims est une ville que nous, habitants de l'ouest de la France, ne connaissions pas, à savoir Salomé, Siméo, Anaïs et moi. Enfin, on connaît Reims, on sait le situer, nous ne sommes pas parisiens et parisiennes, mais Vous ratez quelque chose. Mais on a un peu dit de la merde en disant qu'il ne se passait pas grand-chose à Reims et on s'est fait surtout enguirlander par Juline et Stéphane. Est-ce que vous avez une vérité à rétablir? Enguirlandais, c'était un mot trop fort pour l'occasion, mais vous parliez du fait que vous n'aviez aucune audience qui venait de Reims. Mais nous avons des copains que nous connaissons. Enfin, moi, j'ai des amis, en tout cas, plusieurs qui font leurs études. C'est leur ville étudiante là-bas. Est-ce que c'est la Moi plus je n'ai après de champenois que le sang. Donc je fais genre en fait quand je dis ça. Parce que je suis née en Normandie. Oui, mais bon, t'as des petites vignes tatouées sur le corps. C'est pas faux. Mais Et je fais énormément genre. Et puis tu ne consommes pas de crémant, quoi. Exactement. Et du coup, nos excuses les plus plates aux amis de Stéphane qui nous écoutent depuis Reims. Sur ces doux mots, passons aux petites actus du jour. Alors, comme la semaine dernière plutôt, j'ai sélectionné des petites actus et vous allez me dire si vous souhaitez qu'on en parle ou pas. Alors, la première actu, donc ma source, c'est hugodécrypte.pop. C'est le compte culturel de Hugo Décrypte de l'actualité de qualité. La première actualité dont je voulais qu'on parle, elle date du 20 novembre, le jour où on enregistre, donc ce vendredi 20 novembre, et elle n'a d'autre que nom que le groupe BTS, un groupe de K-pop. Comme je sais que vous êtes tous les trois pas fans de K-pop, je me suis demandé si vous auriez envie. Ils viennent de sortir un album intitulé B. Est-ce que vous voulez en parler? Pourquoi pas, si t'as des choses à nous dire là-dessus? Alors là, et moi, tu sais, c'est du don de ma personne, donc c'est vous qui choisissez. Hein. Si vous voulez pas en parler, j'ai plein d'autres trucs sympas.
Vas-y, pars sur un truc sympa, là. Ok, autre truc sympa, on approche des fêtes, c'est bientôt Noël, et Maria Carey a annoncé les invités de son spectacle de Noël, Oh. dans lequel on retrouvera Ariana Grande, Jennifer Hudson, avec qui elle a enregistré Oh Santa, une chanson qui sortira le même jour. Alors là, ce que je voulais vous demander, c'est quel est votre attrait pour les chansons, films de Noël, période de Noël? C'est comment vous les faites chez vous, la petite tradition? Lila, comment ça se passe chez toi? Ma mère est très film de Noël, genre TF1, voilà. Moi, ça dépend des années. Hein. Je suis très musique de Noël, mais par période. C'est pas forcément à Noël. Original, finalement. Donc j'attends que mon anniversaire passe et après c'est Noël. Ok. Ton anniversaire, il est début décembre ou il est au milieu de l'année? Il est au milieu de décembre. Ok. Donc finalement, tu arrives très vite à Noël. Ouais, on peut dire ça. C'est quoi ta chanson préférée de Noël? Moi, j'aime bien les chansons de Sia. Carrément. Ça aurait été ma réponse également. Laquelle en particulier, messieurs, dames? J'aime bien Santa's Coming for Us, mais Every Day is Christmas. Je le dis avec mon meilleur accent. Je l'aime beaucoup aussi. Sympa. Et toi, Juline, comment ça se passe Noël? Eh bien, moi, c'est ma tante qui adore les films de Noël, mais on est plus proche d'une addiction que d'une réelle passion. C'est-à-dire qu'elle a même fait un Excel pour voir, non mais c'est une grosse malade, par ordre alphabétique, quel film elle a vu. Et attends, je l'ai vu la semaine dernière, mais j'ai peur de me tromper, mais c'est soit 400, soit 600. Mais c'est vraiment pas en dessous. Et en plus, il y a des petits bâtons, parce que des fois, elle les a vus plusieurs fois. Mais je te jure, là, c'est un truc de ouf. Ah oui, Un on est truc sur de malade. du... Ok. Et comme je passe Noël chez elle en Champagne, je suis obligée de m'en coltiner certains. Mais Ok, on passe à la prochaine actu. Il y en a une dont je voulais parler. Attends, je sais qu'il y en a une qui vous plairait, Stéphane et Juline. Ah oui, voilà. Attendez, je retourne sur Insta. Lila, est-ce que t'es Glee? Pas du tout. Ok, super. Alors, tu vas découvrir ce dont je vais parler. Nous avons autour de la table Juline et Stéphane, gros fans de Glee, la série réalisée par Ryan Murphy. Et il y a une petite actu qui date donc de hier, à savoir le 19 novembre. La famille de l'actrice Naya Rivera. Donc Naya Rivera, c'est une actrice qui joue dans Glee. Elle joue le rôle de Santana et elle est décédée cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était noyé. horrible cette histoire. Mais en fait, on sait même pas vraiment ce qui s'est déroulé sur ce bateau. Mais c'est juste que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a une plainte. Ouais, c'est ça. En gros, elle était avec son fils sur un bateau et elle s'est noyée. Elle est tombée du bateau et elle s'est noyée. Et en gros, la famille de Naya Rivera, qui s'est noyée donc en juillet en voulant sauver son fils de l'eau, a porté plainte contre le comté de Ventura. Ils accusent le comté où s'est déroulé le drame d'avoir négligé la prévention autour du lac Pirou, où plusieurs noyades ont déjà eu lieu. Oh là là. Mm. Je savais pas qu'il y avait eu une plainte. Ouais, bah c'est ça. Et au nom de son fils, d'ailleurs. Mais en Ah fait, ouais? ce qui est étrange, c'est... Ah, au nom de son fils? Ouais. Ils ont porté plainte au nom du fils, qui a 5 ans. C'est trop bizarre. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, j'ai lu ça. Et ce que je trouve étrange aussi, c'est que juste avant que ça se produise, elle avait mis une photo sur Instagram en mettant Just the two of us. Et quand le bateau est revenu, je te vois faire les gros yeux, Julie. Le bateau est revenu, il avait une serviette, le gilet de sauvetage, le gamin. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas trop clair cette histoire non plus. Après, peut-être que je me pose trop de questions, mais vu que cette série est maudite depuis le début, avec tout ce qui s'y est déroulé, je sais pas. Oui. Oui, parce que précisons pour Lila et nos auditeurs et auditrices, mais Glee, c'est une série qui a un casting maudit. Alors, si vous voulez, on peut répertorier, pour finir cette chronique, les drames qui se sont passés. Après une chronique sur Noël, on enchaîne avec les drames au sein de la série Glee. Je trouve que c'est un peu bonne ambiance. Mais du coup, dans le casting de Glee, il y a eu plusieurs drames. On en dit un chacun? Ouais, j'allais le dire, parce que de toute façon, il y a matière. Stéphane, toi le premier.
j'ai parlé de Puckerman. Ah non, D'accord. je Donc, voulais- Puckerman, qui est-il dans la série Glee? C'est un élève donc, qui fait partie du Glee Club, mais aussi du club de football américain. Le Glee Club, c'est un club de chant. Ah oui, attends, on n'a pas du tout pitché Glee. Glee, c'est une série qui se passe dans un lycée américain. Il y a un prof qui veut monter une chorale qui s'appelle le Glee Club et on va suivre des étudiants et étudiantes qui vivent leur vie de lycéens et de lycéennes au sein de cette chorale et voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup, cette chorale, c'est un peu la risée, enfin, tous les gens qui y sont, c'est un peu la risée du lycée parce que c'est trop nul, ça sert à rien. Et voilà. Et donc, du coup, il y a quand même des gens populaires, entre guillemets, qui l'intègrent, dont Puckerman, qui, je vais spoiler Glee, mais bon, si on n'a toujours pas vu Glee à ce moment précis, je peux rien Ah, faire. attends. J'ai un doute parce que là, si on vend Glee, je sais pas si c'est une bonne idée de le spoiler. Ok, bah en tout cas, je vais juste parler de l'acteur dans ce cas. Oui, on va faire ça. Et qui a été jugé parce on a trouvé des fichiers pédopornographiques sur son ordinateur et il s'est suicidé par la suite. Premier drame au sein du casting Glee. C'est pas du tout chronologique et on sort ça comme ça d'un. Ah oui, oui. Mais c'est vraiment fou, j'arrive pas à croire qu'il y ait eu autant de choses au sein d'une même série. Et Ryan Murphy en parle comme la meilleure et la pire expérience de sa vie, parce que c'était génial à faire, sauf que avec tout ce qu'il y a eu après, bref, second Ouais. drame. Et Ryan Murphy, Lila, c'est le réalisateur de. Il a fait American Crime Story, American Horror Story. Il a fait. Pause. Ouais. Hollywood. Hollywood, cette année. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un petit génie qui ne s'arrête jamais de produire ou de réaliser plein de choses. Juline, prochain membre du cast. Du coup, ça s'est passé avant. Comment il s'appelle? Finn, Finn mais en vrai, je sais Cory Finn, mais Montes, en vrai, je crois. Cory Monteith, qu'on a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, mort d'une overdose. Mais d'après mes recherches de sources très sûres, telles Voici ou apparemment, c'était pas c'était pas en mode c'était un gros drogué, c'était plus des médicaments, je crois, un truc comme ça. Ok. Parce qu'en vrai, il y a des moments où ils disent qu'il était, il me semble qu'il était shooté en arrivant sur le tournage. Ouais, mais il était en rémission, quoi. Ouais, exact. Tout à Et fait. sa mère est très triste qu'on le prenne comme un gros drogué. Bon, après, ça se trouve, sa mère, elle dit n'importe quoi, mais voilà. Aïe. Et sinon, du coup, Finn, c'est le personnage principal de Glee. Et il y a un autre personnage principal qui est Rachel. C'est un peu genre histoire d'amour entre les deux. Ça commence au début de la série. Et en fait, l'autre personnage, donc elle s'appelle Rachel. Dans la vie, il s'agit de Léa Mitchell. Et Léa Mitchell, elle a été, en gros, pendant Black Lives Matter, elle a mis un post. Et là, il y a eu une huée de gens qui ont bossé avec elle, qui l'ont dénoncée et qui ont dit qu'à l'époque, c'était une personne atroce, qu'elle se comportait super mal avec tout le monde au point d'avoir des propos racistes avec ses partenaires de jeu. Et elle aurait dit, je cite, « Si je pouvais, je chierais dans sa wig, à savoir sa perruque, en parlant d'une camarade de jeu qui était noire. » On l'aime pas trop, Léa Mitchell, Non, ici. c'est une On a le catastrophe. concept. Ouais. Et elle a même pas laissé un acteur s'asseoir à sa table, pareil, sous prétexte qu'il était noir. Et elle a fait des propos transphobes aussi. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est une catastrophe, quoi. Et c'est une série qui est censée prôner l'ouverture d'esprit et tout ça, et quand tu vois le personnage principal... Enfin bref. Et du coup, il y a ce personnage donc de Santana qui s'est noyé cet été d'un bateau. Mais Santana, elle avait une autre particularité, c'est que l'actrice qui l'incarne, Juline, battait son mari. Ah mais voilà. oui, c'est vrai. Bon, Mais bah voilà. c'est drôle pour ça. Elle a été en prison pour ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour? Bon, je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. Alors, donc, on va s'arrêter là sur les actus et le Gleecast, finalement. Cette semaine, Stephen va nous parler du dernier album de Grand Corps Malade. Lila va nous parler du documentaire sur Jane Birkin.
Et Juline va nous parler des Piliers de la Terre de Ken Follett, un roman d'aventure, on peut dire ça comme ça? Historique. Historique. Et je vous ai préparé un petit jeu. Le petit jeu, il est tout droit venu de ma chère amie Lila. Et je vous expliquerai ensuite quel est ce jeu, mais son titre est Qui met le plus la daronne à l'abri. Du coup, voilà. Donc, on peut commencer avec qui vous voulez. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Vous voulez qu'on commence avec qui? Bah, Lila. Ok, alors on va commencer avec Lila. Lila, de quoi es-tu venue nous parler cette semaine? Alors, du documentaire sur Jane Birkin qui est sorti sur Arte. Faut savoir que, comme Laura l'a dit, j'aime beaucoup Jane Birkin et tout l'univers qui va avec. Donc, pendant le confinement, j'avais lu déjà ces 2 livres autobiographiques. Et donc là, c'est un documentaire sur sa vie, donc c'est chronologique. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on ne l'attache plus à la figure d'icône et de modèle, de muse d'un homme à chaque fois. Enfin, à chaque fois qu'on est dans les interviews, c'est l'ex de Gainsbourg, l'ex d'un tel et tout. Et donc là, c'était vraiment intéressant de voir d'où elle vient. Donc forcément, elle est née dans une famille aristocrate anglaise, donc tout allait bien déjà au début de sa vie. Mais bon, elle s'est quand même battue pour avoir ce qu'elle veut et on voit les différentes facettes de sa personnalité. Donc elle est engagée dans plusieurs associations. Elle a quand même passé des castings pour arriver là où elle en est. Donc, c'est pas que la figure hyper sexualisée qu'on voit partout d'elle, quoi. Et par contre, il y a certains points qui m'ont pas trop plu dans le documentaire, justement, parce que je comprends pas pourquoi on parle encore que du corps des femmes à chaque fois qu'on fait un documentaire sur elles. Et là, c'était que ça, sur une partie. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on parlait pas que de Gainsbourg comme toujours. Donc, c'est une grande part de sa vie, donc c'est normal, mais d'habitude, c'est vraiment trop. Et là, vraiment, à chaque fois, on lui posait des questions sur son corps, sur la façon dont elle s'habillait, des choses comme ça. Et je trouve que ça fait trop. Quand on parle d'un artiste, c'est un tout. Mais la part de son corps, déjà, c'est très personnel. Donc, tu sais pas quel rapport elle a forcément avec son corps et avec son apparence. Et pour eux, c'était vraiment la population, en gros, qui lui donnait. Je sais pas comment l'expliquer. En gros, on lui disait oui, mais vous faites rien pour avoir l'apparence que vous avez. Et elle a dit, mais justement, je fais tout pour. C'est moi qui choisis comment je m'habille, c'est moi qui choisis l'image que je reflète que je reflète, et que c'est pas, enfin, je suis pas cette image hyper sexualisée d'une femme qui se met en mini-robe et que tout le monde regarde pour ça, quoi. Hmm. Quand j'ai tapé du coup pour rechercher comment ça s'appelle, le documentaire, et il dure du coup, vous pouvez le trouver sur Arte, il dure 54 minutes si je me trompe pas, et il est actuellement disponible. Et les premiers articles sur lesquels tu tombes, c'est Jane Birkin, les hommes de sa vie. Ouais, et ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils ont coupé des scènes d'interviews, donc forcément on n'a jamais les sources, et c'est tout le temps des extraits où elle parle mal français, où elle s'exprime pas bien, où elle parle encore de son apparence, ou alors des hommes de sa vie justement, et elle a l'air un peu cruche quoi à chaque fois. Et c'est ça qui est dommage parce que ça reflète une image d'elle qui est pas du tout véridique quoi. Donc voilà. Mais sinon c'était très intéressant la chronologie et je trouve que c'est un bon complément avec ses livres surtout. Parce que dans son livre, surtout le premier, on avait aussi le contexte historique de l'époque et le contexte musical et le monde cruel qu'était la musique à l'époque, quoi. Et donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Voilà. Énorme. Et Juline, Stéphane, est-ce que vous êtes adepte de Jane Birkin? Est-ce que vous avez vu, écouté des trucs qu'elle a fait? Pas tant que ça, je suis plus mordu de Charlotte Gainsbourg. J'en suis très très fan, autant au cinéma qu'en musique. J'ai eu la chance de la voir à La Rochelle et le concert était extraordinaire. Et je connais trop peu de choses de Jane Birkin, à part dans ses duos avec Serge Gainsbourg. J'écoute aussi quelques chansons de Serge. Le Mais feu. le feu. Mais pas tant de Jane Birkin et je le regrette. Donc ça me donne envie de voir ce documentaire. Et en même temps, c'est pas une image qu'on aimerait forcément. Enfin, c'est pas quelque chose qui la met en valeur de ce que tu dis. Donc
c'est dommage, mais ou alors lire plutôt, si c'est très plus intéressant. Mais je trouve qu'ils ont fait des efforts quand même dans le documentaire. C'est ça que j'ai apprécié. Après, c'est vrai que tout le temps retourner à son image, vraiment son style vestimentaire, ou alors parler de sa petite poitrine, enfin ça, on en a marre, quoi. Eh ben oui. Après, Ouais, j'avais un autre truc à rajouter, je sais pas si c'est... Ah bah, et c'est là pour ça. Parce que tu parlais de Charlotte Gainsbourg et elle me regarde, là j'ai un grand poster de l'effronté devant moi. Et j'en parlais justement avec ma mère hier et que c'était dommage, pareil que pour Jane Birkin, à chaque fois qu'on fait une interview d'elle, on parle tout le temps de son père Ouais. et de sa famille. Et, et je trouve que, enfin surtout que c'est un deuil aussi qu'elle a dû vivre et partager avec tout le monde, toute la France. Et je trouve ça vraiment dommage de lui rappeler ce deuil-là. Comment on est censé faire un deuil si tout le monde t'en parle tous les jours de la personne que t'as perdue? Et on leur pose des questions, est-ce que vous êtes des artistes torturés, des choses comme ça, mais justement, on devrait les extraire un peu de leur famille et les apprécier pour ce qu'ils sont, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est souvent ça, et à chaque fois c'est ah, on a retrouvé un enregistrement, on va vous le faire écouter, et on met ce plan sur Charlotte Gainsbourg. Alors est-ce qu'elle va pleurer? Comment est-ce qu'elle se sent? Enfin, alors que elle a fait tout un travail, comme tu dis, elle aussi. Enfin, elle a fait un album où il y a beaucoup de chansons. Enfin, Lying with You, je sais pas si tu connais Ouais. la chanson. C'est par rapport à son père, il me semble. Et ça, c'est sa manière de faire son deuil, et sa manière de s'en rappeler, même les chansons qu'elle avait fait avec lui, peut-être, mais de là à ce qu'on lui rappelle tout le temps, enfin, elle avance, et tous ses projets sont ses projets, comme tu dis. Enfin, Dancer in the Dark, Lars von Trier, elle joue pas dans Dancer in the Dark, Nymphomaniac. Et enfin, par exemple, mais on va encore te trouver un moyen de l'associer à Serge Gainsbourg, alors que non, c'est pas du tout ça qui va lui faire parler de ses projets, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, on sait qu'elle est venue dans ce milieu grâce à son père, parce que elle a grandi dans un milieu artistique de toute façon. Mais maintenant qu'il est plus là, il faut passer à autre chose aussi, quoi. Bien sûr, après, je pense que ça lui fait plaisir de temps en temps mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est tout le temps, quoi. Je crois que l'interview clic avec elle, je l'ai vu il y a très longtemps, mais je crois qu'elle en parle de ça. Ouais, Bon, il me à semble, ouais. vérifier, mais je crois que vraiment c'est une interview où il lui laisse la place de dire ce qu'elle pense de l'attitude des médias envers elle. Il me semble. Ok. Ouais, et puis ils mettent tout le monde dans le même bateau, même sa sœur, Lou Doyon. Enfin, moi, elle est passée dans le théâtre où je travaille. Et les gens ne savaient même pas l'associer, enfin, ils savaient pas où la mettre dans la famille, et donc ils venaient la voir parce qu'ils aimaient bien les Gainsbourg, mais en même temps, il y avait quand même le nom Doyon, donc c'était un peu paradoxal, quoi. Elle a une Ouais. sœur, je savais même pas. Elle a une demi-sœur, ouais, Ah ouais. Lou Doyon, c'est la fille de Jane Birkin et et de Jacques Doyon. Jacques Doyon. Et elle chante aussi alors. Ouais, mais c'est Ok. pas du tout le même style, quoi. D'accord. Sur le dernier album de Grand Corps Malade, qui s'appelle Mesdames, je ne, je suis très peu familier avec l'univers de Grand Corps Malade. J'en avais très peu écouté avant. Je connaissais Roméo, Kif, Juliette, enfin, les plus connus. Et là, Jeanne, ma colocataire, amie, aussi, qui fait aussi partie de la compagnie, m'a fait écouter Mais je t'aime, le duo avec Camille Lelouch. J'apprends que Camille Lelouch a fait The Voice, enfin, je vis sur une autre planète, j'étais même pas au courant de ça. Et, Sérieux? Je ne savais pas non plus. et ben si, avant d'être Mais humoriste, elle a fait The Si Voice, et ça elle a peut une vous voix rassurer, voyez fantastique. qu'elle je ne sais avait... pas qui c'est. Bon bah, Juline, vieux Moyen-Âge, on a oublié de le préciser. c'est vrai, c'est vrai. Elle nous parlera d'ailleurs de la Bible tout à l'heure. Oh. C'est vraiment Non, mais le truc du moment. Et donc, elle me fait écouter cette chanson, Jeanne. Je reprends mon histoire. Et je me dis, enfin, je trouvais ça très beau et tout ça. Et là, j'apprends qu'il y a tout un album de duo avec des chanteuses, des comédiennes, des instrumentalistes, parce qu'il y a les sœurs Bertholette, Bertholette, c'est exactement ça, qui j'adore. sont violoncellistes et violonistes. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur elles. Elles ont dénoncé le harcèlement dans l'une de leurs musiques, il me semble. C'est ça? Je sais pas si si tu sais. Moi, je les ai suivies au début de leur carrière, elles avaient fait une émission de talent sur France 2.
Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elles font. C'était quoi comme émission? Est-ce que c'était Virtuose, Prodige ou je sais pas Oui, quoi, là? c'était ça, mais c'était Ouais. les premières saisons, donc c'était pas aussi grand que maintenant. Ok. D'accord. Et moi, je les connaissais pas du tout. Et je trouve ça génial qu'il y ait pu avoir, en plus de chanteuses, plein d'autres femmes qui occupent des métiers aussi différents. Il y a même Manon qui a 15 ans. C'est une collégienne qui est une jeune slameuse talentueuse, dit Grand Corps Malade, et c'est vrai. Et donc, en fait, chaque chanson, on commence par une intro, déjà. Je ne suis absolument pas structuré dans ce que je veux dire. On commence par l'intro. L'album, c'est l'album qui commence par une intro, un C'est son ça. qui fait office d'intro. Et qui s'appelle Mesdames, donc qui est aussi le titre de l'album. Et c'est un message aux femmes en disant permettez-moi, mesdames, de rentrer. Je dis n'importe quoi, attends, je la refais. Et donc, l'intro de l'album, c'est Grand Corps Malade qui s'exprime et qui voue tout son amour aux femmes, qui nous parle de qu'est-ce que la femme, ça évoque pour lui. Il cite Rosa Parks, il cite Angela Davis. Il Et, cite les euh, petits seins de Jane Birkin. et donc ensuite viennent toutes ces chansons à la suite qui ont toutes des histoires totalement différentes, que ce soit d'une rencontre avec Laura Smen, je crois que c'est l'une de mes préférées. C'est la rencontre avec une femme dans une boîte de nuit. Un verre à Et la main. un verre à la main, c'est ça, c'est le C'est nom de ma la chanson. préférée aussi. Et Ça m'a fait... c'est une rencontre qui au final n'aboutit jamais. Et c'est ce que les deux personnages se disent. Oh là là, il me regarde. Oh là là, il me regarde. Je vais vers le bar, il va vers le bar. Mais au final, ils se croisent jamais et ils ne se rencontrent jamais. Sinon, il y a une autre histoire qui est cette fois-ci avec... le titre, c'est Je ne serai que de trop. C'est le dernier morceau de l'album. Et ça raconte... Merde. Putain, c'est un nom de groupe, non? Pas du tout, je crois que c'est le nom... Ah si, t'as raison. C'est pas un prénom, c'est 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 Amuse-Bouche. C'est ça. Et donc c'est avec Amuse-Bouche et ça raconte le coup d'un soir, je ne serai que de trop le lendemain matin et de cet instant qu'ils ont partagé tous les deux. Mais je t'aime avec Camille Lelouch, c'est l'amour entre un homme et une femme, c'est très simple et ça marche trop, je trouve. Et ensuite il y a aussi des chansons plus incisives, entre guillemets, avec Enfant du désordre, avec une rappeuse qui s'appelle Alicia. Et ça c'est sur les enfants qui viennent de la cité, qui n'ont pas eu d'enfance, comme ils le disent, et c'est très touchant. Les mélodies sont vraiment incroyables, et en fait, il a travaillé avec un DJ qui s'appelle Mossiman, et c'est la première fois qu'il travaille comme ça. À la base, il écrit ses textes et il met de la musique ensuite avec des compositeurs, et là, les musiques sont arrivées avant, et il a écrit dessus. Et il a presque tout écrit. Il y a Camille Lelouch c'était elle qui avait commencé à écrire cette chanson. Avec Suzanne, ils ont écrit chacun leur bout de chanson, et avec Manon, c'est pareil, je crois. Et Suzanne, c'est une inversion de personnages. En fait, c'est comme si l'homme prenait la place de la femme et la femme prenait la place d'un homme pendant 24 heures. C'est le titre de la chanson. Et donc, tous les clichés des femmes sont mis dans la bouche de l'homme et tous les clichés de l'homme sont mis dans la bouche de la femme. Et avec Louane aussi, ça a été ma plus grosse surprise. Dieu sait que je ne suis pas fan de Louane. Dieu sait. Dieu Et, Bon, je parle de ça. Et cette chanson s'appelle Derrière le brouillard. Et donc, c'est sur le pouvoir de la chanson et comment est-ce qu'elle peut amener l'espoir malgré tout ce brouillard qui se dessine. Donc, je pense qu'il y a tout le brouillard qui est dessiné par la condition des femmes, par tout le brouillard qu'on peut connaître, parce que même Grand Corps Malade dit qu'il a connu une sorte de brouillard, on peut imaginer que c'est par de son handicap. Et donc, c'est de tous les obstacles qu'on a dans la vie et comment la chanson les aide à surmonter tout ça. Et la chanson est incroyable. Je suis fan du rythme, je suis fan de... C'est vachement plus électro que ce qu'il proposait avant. Et vraiment, c'est un bonheur. Donc, l'avez-vous écouté? Je crois que Laura, tu l'as écouté. Je vais sur la plage pendant cette petite heure où on a le droit et je mets dans mon casque
j'écoute et là je me mets à danser sur la plage. Je sais pas pour qui je me suis pris. Je dansais toute seule sur adoré la voir plage. cette scène. Chaque musique que j'écoutais, déjà je m'arrêtais pas de danser et j'avais envie de tourner des choses dessus. Enfin, tous les sons, t'as envie de filmer, c'est impressionnant. Et pareil, je me dis, trop bizarre, ça change de ouf. Tous ces textes, ils sont de ouf adaptés à la musique. Et c'est après, en écoutant le podcast que Lila, tu m'as envoyé, j'ai fait, ok, il a travaillé cette fois-ci ses textes par-dessus la musique, alors qu'avant c'était l'inverse. Et alors, je n'aurais pas du tout su l'expliquer ou quoi, parce que je ne suis... mais ça se ressent, quoi. Lila, Juline, vous l'avez écouté, vous, cet album? Moi, j'ai écouté la chanson avec Suzanne. Ouais. J'avoue que j'ai un peu du mal avec elle, mais je connais pas du tout, donc je peux pas critiquer, mais Qu'est-ce qui ouais. te dérange chez elle? On n'est pas obligé d'en parler. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pas violent, mais la façon dont elle s'exprime, c'est pas tout doux, tout lisse et tout, donc c'est un peu perturbant. C'est vrai que c'est une voix assez agressive souvent. Mais je l'avais vu justement l'été où les festivals l'ont fait émerger, où on a commencé à la connaître. C'était notre été entre la L1 et la L2. Et Il y a 2 ans, en 2018. Ouais. il y a 2 ans, notre été entre la L1 et la L2. Ah bah oui. Et donc du coup, nous on avait été assez fans parce que la musique électronique qu'elle propose fait vraiment bouger en live et c'est très fort. Mais après, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas énormément. Mais cette chanson-là, je la trouve assez cool, même si c'est peut-être, enfin non, c'est pas facile. Mais il y a ce truc j'aime bien l'idée des deux clichés qu'ils incarnent, même si c'est assez rude, comme tu dis. Non, vas-y. Écoute celle avec Laura Smet, celle avec Louane, même celle avec Alicia, enfin même toutes, enfin, mis à part Suzanne. Franchement, je pense que tu serais pas déçu. Je pense que ça pourrait te plaire. La chanson dont tu parles avec Suzanne, ça me rappelle celle de, je crois que c'est Sheila. Si j'étais un homme. Ah, mais je crois que c'est celle que... Et pour moi, c'était un peu la même chose, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment apprécié cette chanson. D'accord, C'est quoi ok. cette chanson? Celle de Sheila? C'est Si j'étais un homme. Parce que c'est aussi assez violent dans les Oui. propos. Et Jeanne l'écoute beaucoup. Je rapporte tout à Jeannette. Que on aura dans le podcast dans les semaines à venir, je l'espère fortement. Yeah. Et mais du coup, attends, c'est quoi cette du coup la chanson là dont vous parlez qui n'est pas dans cet album, mais si j'étais un homme, c'est elle raconte quoi dedans? Elle se met à la place d'un homme et elle dit toutes les inégalités qu'il y a entre les femmes et les hommes et tout ce qu'elle ferait justement si elle était un homme et qu'elle était, elle avait cette puissance-là, quoi. Ok. Zabou Bretman, dans une interview, a dansé dessus en disant qu'elle trouvait ça excellent. J'ai trouvé ça fou. C'est qui Zabou Bretman? C'est une actrice. Actrice, ouais. D'accord. Et elle dit qu'elle ferait quoi si elle était un homme? Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle, je t'enverrai bien de faire foot quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Eh ben, Ouais, c'est incisif. Et dans Ça fait son beaucoup. couplet, Petites oreilles magiques. ouh là là. Je me casse. C'est trop. mais là je trouve ça quand même pas autant. Enfin, si, tu me diras, il y a quand même ce côté violent dans celle de Suzanne et Encore Malade, mais je le trouve quand même plus doux. C'est plus, si je pouvais voir quelques phrases pour comparer tout de suite à après. Bah, ça parle. Déjà, il y a un moment, il mentionne. Donc lui, il fait les talons et l'aiguille, les magasins, ce genre de trucs. Je fais les commères avec les copines. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle dit que. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle pas un peu de masculinité toxique dans ces trucs? Je crois. Ah ben non, parce que là, elle dit, je mettrai la main au cul à un pote un peu lourd pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour. Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main. Les talons hauts, le vernis à ongles et les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor. Mais ça, c'était grand quand même. Et toi, Juline, tu as écouté l'album?
Alors, non. Mais comme j'écoute tous les podcasts que je trouve, comme d'hab, je suis au courant de ce qui se passe sans jamais. Enfin, je suis au courant de ce que font plein d'artistes et je ne vais jamais écouter. Je sais pas pourquoi. Je vois Mais bien même les gens pourquoi. que j'adore. Genre, je suis une grosse fan du Floodcast. Je crois que je n'ai jamais vu de vidéo de Flaubert, quoi. Sérieux? Ouais, je te jure. Mais attends, non, genre Golden Moustache et tout, t'as... Bah, quand j'étais petite, peut-être, sans savoir que c'était lui, quoi, mais Ouais. Parce que en vrai, t'as acheté Oli et l'Alien. c'est le seul truc. Et c'était plus en mode, j'avais envie de soutenir Ouais. que... D'ailleurs, j'ai pas trop aimé. Ah Donc, yes! enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette maladie, je sais pas si c'est commun aux gens qui écoutent plein de podcasts, mais en fait, j'aime bien entendre parler des trucs, mais les consommer, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas vraiment. Ah, c'est trop drôle. Mais j'irai parce que ça a l'air cool, mais... Enfin non, je crois que je mens. Je crois que j'irai pas en Oui, fait. je pensais Mais, ce que j'allais dire. On sait toutes les deux que c'est faux. Qu'est-ce que tu racontes? mais ça a l'air intéressant. J'ai du coup un autre petit jeu à vous proposer. Wouhou. Alors, on va recontextualiser l'histoire. En gros, avec Lila, on est dans la même fac et du coup, on est en cours ensemble depuis l'année dernière. Et Lila est très, très, très inventive. Et un jour, Lila, qu'est-ce que tu nous demandes? Tu lances un débat avec deux potes de la fac où tu leur demandes, qu'est-ce que tu leur demandes? Mais surtout, il faut remettre dans le contexte, il était 23h30. Et j'ai Voilà. décidé de lancer un débat sur une conversation Messenger qui était nommée Léna Situation Loudoyon, qui met le plus la daronne à l'abri. Et donc, je Donc, voulais comparer les salaires et voir comment on en était arrivé là, quoi. et c'est surtout que parfois on est surpris et surprise par les résultats, à savoir par exemple Lou Doyon, qui est donc la fille de Jane Birkin. Euh, Elle avait un net worth, donc elle avait alors oui C'était voilà, mais en 15 fait c'est millions. ça. C'est ça. En gros, le net worth, c'est combien de thunes la personne elle a. Genre, elle vaut combien la personne. Et le but du jeu, c'est qui met le plus la daronne à l'abri. Et il faut deviner qui met le plus la daronne à l'abri. Qui a le plus gros net worth. Ok. Et du coup, là, je crois que c'était Lena Situation qui avait un plus gros net worth que Lou Doyon, alors que... Non, c'était pas Non, de ça. Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg Voilà. était à Elle 9 est... et Léna Situation à 11, il me semble. Un truc comme ça. Ouais, mais c'était un truc de ouf. Et en fait, alors qu'on se disait, mais attends, c'est la fille de Serge Gainsbourg, héritage, blablabla. Du coup, on se demandait aussi comment c'était calculé. Donc, on va commencer sans plus attendre le jeu. Je vais vous proposer à chaque fois 3 noms de personnes, 3 chiffres, 3 montants, et vous allez devoir accorder chaque montant à chaque personne. Si vous voulez, je vous écris les montants dans le truc, dans le chat. Comme ça, vous pourrez voir les montants et je vous dirai les noms en même temps. Donc, ça se compte à chaque fois en millions de dollars. J'ai été sur un site qui s'appelle Networth. Combien valent ces stars? C'est un site anglais. Donc, je ne sais pas si c'est véridique. Encore une fois, rien n'est prouvé dans ce podcast. On sort des trucs et puis c'est à vous de checker et de fact-checker, quoi. Donc, on va avoir 3 premiers montants. Le premier montant s'élève à 16 millions de dollars, le deuxième à 125 millions de dollars et le troisième à 80 millions de dollars. Nous avons 3 personnes. Nous avons Lenny Kravitz, Maître Gims et Stephenie Meyer, celle qui a écrit les Twilight. Moi, je dirais que c'est Stéphanie. Laquelle? Celle qui met le plus la daronne à l'abri? Ouais. Ok. Quels sont tes arguments? Les droits des films, Ok. tu vois. Je crois que... Très bon argument. Je sais pas. Celle qui a écrit, Oui. mais je pense aussi que c'est elle qui est à 125 millions. Ok. Parce que déjà, pour Harry Potter, J.K. Rowling, on disait qu'elle était plus riche que la reine d'Angleterre, donc...
Oui, c'est vrai elle a atteint le milliard. C'était la première femme à atteindre le milliard, je crois. Enfin, c'était une des plus grosses fortunes et elle a tellement donné à des associations qu'elle est redescendue, elle est plus milliardaire. Fun, qui met le plus la daronne à l'abri? Eh ben, je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait être surpris du chiffre de Maître Gims. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, je me dis, Lenny Kravitz, il a sorti des gros sons quand même. Et ça se trouve, c'est le moins. Peut-être que Lenny Kravitz, c'est celui qui met le moins la daronne à l'abri. Moi, Ça je pense. joue entre Gims et Stéphanie Meyer. Je pensais jamais dire ça dans une phrase. Eh ben, bon, je vais pas faire comme les autres pour partir sur Gims à 125, même si je pense que c'est Stéphanie quand même. Eh bien, vous avez raison. Il s'agit de Stephanie Meyer qui a un net worth équivalent à 125 millions. Ensuite, du coup, vous auriez dit Gims ou Lenny Kravitz? Gims. 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 Et non, il s'agit de Lenny Kravitz. Et c'est là où j'étais choquée, c'est que Gims, il a que 16... Son net worth, c'est seulement à 16 millions. Ah, le C'est drôle de dire pauvre. seulement dans ce genre de somme. Ah, mais c'est un truc de ouf. Mais tu sais quoi? Je me dis, il est polygame. Peut-être, ça fait des dépenses. Et Abusé. surtout, c'est en quelle année? Bah ça, j'ai pas vérifié, voyons. Ouais, parce qu'il n'existe plus trop Gims en ce moment, donc c'est peut-être cette année, 7 millions, c'est pas mal. Voilà, encore une fois, c'est pas grand-chose. Ok. Deuxième question. On s'égare. Oui, deuxième question. Alors, la deuxième question. Nous parlions tout à l'heure de Ryan Murphy. Eh bien, je l'ai rentré dans mon petit quiz. Je vous fais des petites rêves de temps à autre. Donc là, nous avons 3 montants. Le premier, c'est le net worth, il vaut 70 millions. Le deuxième, il a 80 millions. Et le dernier, il a 150 millions. Ok. Les 3 personnes correspondant à ces 3 montants sont Nicki Minaj, Barack Obama et Ryan Murphy. Niki. Ryan Murphy, Barack Obama Nicki Minaj. et Nicki Minaj. Nicki pour Ryan moi. Murphy doit être blindax. C'est celui qui a fait quoi Julie déjà? Qui a fait Succession, American Horror Story, American Crime Story, Glee, Pose, qui a sorti un film il n'y a pas longtemps. C'est celui qui a fait Mange Prix M avec Julia Roberts, Ah oui, le saviez-vous? sérieux? Oui, Ouais. ce mec est incroyable. Et Hollywood, et tout ça. Donc je me dis quand même, avec toute cette matière. Mange Priem, qui est un des films préférés de Salomé que vous avez écouté la semaine dernière. Ouh. Bisous Salome. Juline, toi tu partais sur Niki. Niki. Ouais, non. Lila, est-ce que tu as une idée? Alors là, il faut savoir que Lila, elle a une feuille devant elle, un stylo à la main, et c'est très drôle. On dirait vraiment, elle maîtrise la bourse là. Elle a une calculette, je crois. Moi, je pense que c'est Nicki Minaj en 1, Ok. Ryan Murphy en 2 et Barack Obama en 3. Ouais, D'accord. pas mal. Allez, je pars là-dessus aussi. Juline, t'es là-dessus aussi? Je suis d'accord. Ok. Eh bien, Stéphane, tu étais bon au début. Il s'agit de Ryan Murphy qui a 150 millions. C'est Ryan Murphy qui a le plus gros net worth. Et ensuite, nous avons Nicki Minaj avec 80 millions, seulement 10 millions de plus que notre cher et tendre Barack. Ok. Meilleure transition encore une fois. Nous parlions tout à l'heure de la reine d'Angleterre. Eh bien, elle est dans notre prochain trio qui l'oppose à Kylie Jenner et Shonda Rhimes, la productrice de Grey's Anatomy. Le premier montant est de 60 millions, le deuxième est de 700 millions et le troisième est de 140 millions. À qui correspond chaque montant? C'est Tu 600 peux le premier, répéter c'est les 60. meufs, j'ai oublié. Alors, Shonda Rhimes fait pas que Grey's Anatomy, mais Non. sachant que Grey's Anatomy, il est à 16 ou 17 saisons, voire plus. Ah, mais plus, je crois. Elle a fait Profilage aussi. Ah ouais? Profilage, Je- c'est pas français? Oh allez, je dis encore de la merde, c'est super. Je crois qu'elle a fait How to Get Away with Murder, la série avec Oui. Viola Davis qui est excellente. Elle a produit The Catch, mais ça, j'en ai pas entendu beaucoup Ah, parler. Private Practice, pardon. J'ai Et confondu oui, avec Private Practice. qui est avec Addison de Grey's Anatomy Et- d'ailleurs. C'est ça, et Scandale. Et Scandale. Parce que même si elle est deuxième, ça veut dire qu'elle a 600 millions, alors que Ryan Murphy, il a que 150. C'est vrai. Et il y a Donc moins là- de séries à son actif que le petit Ryan. On partirait sur Shonda Rhimes. Ah,
140? Et moi, je pense que c'est la reine d'Angleterre, 140. C'est pour ça que Chacun peut dire des choses différentes, les loulous. Vous n'êtes pas Et obligés c'est d'être vrai que ensemble. Grey's Anatomy, c'est une portée Enfin, c'est fou. Je réfléchis, moi. Ok, Stéphane, tu as l'air d'avoir des idées précises. Alors, absolument pas, mais je vais faire un classement quand même. Bah, du coup, on partirait sur la reine d'Angleterre à 140 000. Je vole l'idée de Juline. D'accord. Pour mettre à 600 millions la fille Kardashian et 700 millions Shonda. Il y avait une proposition à 600 millions? Oui. Il y a écrit 60 là. Non, c'est 600, pardon. C'est Ok. 600 millions. 700 millions et 140 millions. Mais C'est attendez, parce qu'on a dit J.K. Rowling est devenue plus riche que la reine d'Angleterre. Et vu qu'elle est à 1 milliard, je dirais que c'est pas ouf si elle a 600, tu vois. Elle l'était, mais bien vu. Ouais, Ouais, mais du coup, c'est vrai qu'elle doit être bien avancée dans les scores. Peut-être pas ouais, donc 700, mais au moins 600. du coup, je dirais. C'est bon, je suis sûre de moi. Je dirais Ok. Shonda 140. Ok. Ensuite, je dis Kylie Jenner 600. Non. Je dis la reine d'Angleterre 600 Ouais. et Kylie 700. Oh, Ok. Lila, je te vois te gratter la tête. Je crois qu'on sous-estime Kylie Jenner. ouais, mais c'est fou. Hein. Alors, du coup, Julie c'est- l'a mis en première position, en pole position, je dirais même. Ok, alors je dirais Kylie en 1, Reine en 2 et l'autre en 3. Mais moi, je retourne ma veste. J'arrête pas de retourner ma veste. Je pars d'un truc et après, je suis si influençable. Et bah, pareil que Lila. Pareil que Lila, eh bien, vous avez tous les trois raison. Il s'agit tout à fait de ces résultats. Ok, le prochain octogone opposera Avril Lavigne, PewDiePie et Juline, c'est pour toi, le fameux Viggo Mortensen. Ouh. C'est qui le Donc, deuxième proposition? PewDiePie, c'est un YouTuber suédois qui a atteint le premier les 10 millions d'abonnés. C'est le premier YouTuber mondial. Je ne sais pas s'il a toujours le titre aujourd'hui. Ensuite, Avril Lavigne, chanteuse années 2000. Et ensuite, Viggo Mortensen, qui est l'acteur qui incarne Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Nous avons 2 personnes à 40 millions et une personne à 50 millions. Ah, c'est sympa ça. Qui est devant? PewDiePie. Sans hésitation, PewDiePie. Ok. Est-ce que c'est nécessaire que je donne ma réponse? Bah Je oui, ne parce sais que pas le ce but, c'est c'est. que normalement, on compte un petit peu les points, mais nous, on le fait pas parce que ici, tout le monde gagne. C'est vrai. Bah, je pars sur Viggo Mortensen. En Et 5. il s'agissait d'Avril Lavigne. Moi, ça m'a Ah trop la étonné. vache. Trop Mais non, d'eux? mais Avril, elle a genre disparu. Il y a plein de gens qui pensaient qu'elle était morte et qu'ils disent qu'il y a quelqu'un qui l'incarne aujourd'hui. Mais Et elle du était coup, malade, non? ouais, peut-être. Elle avait ou elle a la maladie de Lyme. Excellent. La Enfin, vache. triste. Oui. Ouais. Je sais pas si ça se guérit, ça. Je crois pas. Génial! Allez, C'est Ah bah, incroyable. non, mais tu mais vois, elle est ce riche. podcast. Mais Hein elle est riche. À votre avis, Et vous préférez avoir 50 millions et la maladie de Lyme ou rien et être pas malade? Je propose qu'on le fasse haut en bas et que personne ne voit la réponse. Ok. c'est pas hyper radiophonique. Hein. C'est vrai. 1, 2, 3. Passons à l'octogone suivant, qui oppose Kesha, Jane Birkin et Françoise Hardy. Ensuite, on a 25 millions, 20 millions et 10 millions. Ok. Kesha est l'interprétatrice. L'interprète. Ah oui, bah oui. Il n'y a pas de figure. Kesha est l'interprète de TikTok Merde. on the On the club. cloud, but the freedom now. Stop now. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Très bonne choré sur Just Dance. C'est vrai, tout le monde valide autour de la table. Alors, que pensez-vous de ces 3 networks qui met le plus la daronne à l'abri? Au bruit du téléphone, il y a votre voix. Hazardi 10, Jane Birkin 20 et Kesha 25. Moi, je dis comme Lila. J'ai rien dit.
Ouais. En fait, t'es notre Euh, source sûre. Là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai parié avant que tu dises quoi que ce soit. Loudoyon, elle était à 15. Donc, je vois pas sa mère à 20. Tu crois pas? D'accord. Enfin, je la vois à 25, quoi. Ok. Ok, donc j'ai Jane en 1, Ouais. Kesha en 2 et Françoise Hardy en 3. Ok. Juline? Je vais dire Jane Birkin 25, Keisha 20 et Françoise Hardy 10. Eh bien, vous avez toutes et tous tort, Wow. puisque en 1, nous avons Françoise Hardy. Ah, j'en étais sûre que c'était un truc comme Ok. ça. Voilà. Attendez, la petite parenthèse, c'est Françoise Hardy ou France Gall, la meuf de Michel Blanc? Blanc, oh là là, Michel Berger. Non. Michel Berger. Ah! Mais oui, Michel Blanc. Mais C'est France Gall. c'est France Gall. Super. Donc, Françoise Hardy était à 25 millions. Non, c'est tout à fait J'adore. faux. Donc, Françoise Hardy est à 25 millions. Jane Birkin à 20 et Kesha à 10. Kesha ne vaut plus rien, les amis. C'est fini, c'est révolu. Kesha, ça vaut plus que dalle. Putain, Il y a un moment, il faut enterrer son enfance. Oh mais c'est pas non. possible. C'est horrible parce qu'avec son retour et Praying où elle avouait qu'elle s'était fait harceler Ouais, par son producteur et elle a fait tout un album violée par la même. suite, je pensais qu'elle avait gagné quand même un super cachet. C'est horrible. Non, non, enfin, je veux dire parce qu'elle avait sorti un album. Elle s'est fait harceler et Très violer. mal fait. J'espère qu'elle a touché de la thune. Oh non, oh, quelle horreur. Bien sûr, c'est pas ce que je pensais. Vous me connaissez. Le dernier octogone, pour savoir qui met la daronne à l'abri, est mon octogone préféré. Il reprend notre chère amie Laura Smet. Ouh. Il invite à sa table Emma Stone. Et la troisième arrivante, qui est la plus jeune, est Danae Makeup. Oh. C'est qui? Danae Makeup, c'est une youtubeuse qui fait du make-up. On a une personne qui a 30 millions, une qui a 85 et une qui a 1,2. Attendez, mais Laura Smet, c'est bien. La fille de Nathalie Baye. Et de Johnny Hallyday par Ah, voilà. by the way. Ah mais oui. J'avais peur de dire une bêtise, mais je. Ok. Il s'appelle Jean-Philippe Smet. C'est la seule. Mais vous étiez où pendant 2 ans là? Je peux faire une estimation. Ah bah vas-y, lance-toi. Je dirais la Non. make-up en 1,2, Ok. Laura Smet à 30 et 85 pour... Je te vois te faire la tête Emma comme ça, là. Et pour Emma Stone, 85. Moi, je Ok. pense pas que Danae Là, Makeup a pu être à 1,2 puisque Lena Situation, elle est à 11 en étant 3 ans sur YouTube. Et elle est là, mais depuis qu'on est au collège. Hein. Mais parce que... Ouais, enfin, mais tu elle vois, a par moins de exemple, la monde, je situation, je la pense. connaissais de nom, alors que j'en avais oui, jamais mais parlé. Mais après, c'est peut-être parce que c'est ma non-connaissance Mais aussi. elle était ouais. très connue dans l'époque Enjoy Phoenix. Ok, d'accord. Ouais, Julie, tu disais quoi? moi je pense qu'il y a moins de monde qui la suit, non? Bah, je sais pas trop parce qu'elle a quand même une communauté, tu sais, avec. Comment elle s'appelle Clara. Je connais pas trop en vrai, mais moi je trouve ça bizarre qu'elle ait plus de sous que Laura Smet et Emma Stone en fait. Ouais, Oui, moi moi aussi. aussi. Mais en fait, c'est le 1,2. C'est sûr que c'est 1,2. Ah bah, et encore une fois, c'est pas fiable. Hein. Et je sais pas de quand ça date, donc bon. Moi j'ai une estimation. Vas-y. Je dirais Emma Stone en 1, Laura D'accord. Smet en 2 et Danae Makeup en Comme 3. Stéphane, Ouais. c'est ça? Oui. Copieuse. J'ai pas fait exprès, je me souvenais plus. Est-ce on peut me pitcher l'actualité d'Emma Stone? Emma Stone, La La Land. Emma Stone. Hey, Est-ce qu'elle a eu un Oscar? les teen movie du début. De quoi? Elle a eu un Oscar ou pas? Ouais. Ouais, elle a fait de ouf de films romantiques, ouais. Et dernièrement, elle a joué aussi dans une série de Netflix. Enfin, dernièrement, Maniac. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a eu un truc qui est sorti par rapport au... à... du ping-pong, non?
où c'était justement un truc féministe. Attends, ça se trouve, je me plante totalement. Mais il me semble que c'était un film qui prônait cette femme qui avait réussi dans le milieu du sport, alors que tout le monde était plus à la dénigrer qu'autre chose. Et je sais plus comment ça s'appelle. Ou alors c'est du tennis tout court. Et Spider-Man aussi. Elle a joué dans Birdman, elle a joué dans Magic in the Moonlight, La couleur des sentiments. Battle of the Sexy, c'était 2017, donc en fait c'est pas du tout. Je l'ai découvert dans La couleur des sentiments. Ouais, moi aussi. Lila, est-ce que ça t'a pu t'aider, toutes ces petites informations? Oui, mais je me dis que Laura Smet, elle a quand même un héritage majeur, quoi. Enfin, C'est vrai. Ouais, mais moi je me suis dit qu'il y avait peut-être des dettes dans l'héritage, tu vois. donc la Et en plus les avocats, tout ça. Emma, Laura et Danae. Emma, Laura, Danae. Vous êtes toutes les trois d'accord. Et vous vous trompez. C'est Laura Smet. En dernière position, nous avons Laura Smet. Oh la vache. Danae a 30. Alors, attends. Non, mais en fait, je me dis, ça se trouve, Laura Smet, soit elle n'a pas encore touché l'héritage, soit mon chiffre, il était avant qu'elle touche l'héritage. Ça me paraît important. Danae Makeup, elle est riche comme ça. Et attends, en deuxième position, nous avons Emma Stone. Non, mais elle ment. Je te crois pas. Non, elle Je ment. vous jure, c'est vrai. Attends, non. Je vous jure pas que c'est vrai. Je vous jure que c'est ce que j'ai lu. Oh la vache. Elle ment. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais en ce moment, elle est à Dubaï, par exemple, cette meuf. Non, mais 80. 85 millions? Plus qu'Emma. C'est pas 85 000? Ouais. Je vais me mettre à maquiller sur YouTube, moi. Mais elle a des contrats avec des grosses marques. Hein. De quoi? Elle a des contrats avec des grosses marques, donc c'est des cachets vraiment. Ok, ouais, bah oui. Et puis Lila, elle s'y connaît vachement, du coup, en tout ce qui est... elle est manager de stars. En devenir. Bientôt dans 10%. Stylé. Toi, t'as voulu attraper Stéphane par ses sentiments. Vous avez fini de vous draguer tous les deux, là. Je le connais pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime beaucoup en commun. Oui. Et voilà, la conclusion. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut parler d'un goût que vous n'avez pas en commun, ce qui vous fait un point commun de plus, c'est les goûts de Juline. Parce que, en général, Juline, dans un groupe, elle est la personne où tout le monde fait « d'accord ». Mais il est vrai que, par exemple, Thomas, qui viendra peut-être dans un prochain podcast, et Juline sont deux personnes aux antipodes. Ils ne s'entendent jamais au point de vivre ensemble. De vivre ensemble, c'est ça, de devenir coloc. C'est là où nous arrivons à la dernière partie de ce podcast. Et Juline, tu es venue nous parler d'un livre que tu as lu, de Ken Follett, Les piliers de la Terre. Comment as-tu découvert ce livre? Qu'en as-tu pensé? Alors, je ne l'ai pas lu en entier. Je suis à la moitié. Enfin, non, tous les tomes en un livre. Donc, j'ai lu un tome et je suis en train de lire le deuxième. Ok. Donc, des piliers de la Terre. Et je l'ai trouvé dans une poubelle. Non, je rigole. En fait, c'est mes très chers amis, Jeanne et Stéphane, qui me l'ont offert à mon anniversaire. Et c'est... En fait, c'est un gros pavé. Et il me semble qu'ils ont demandé au libraire... Enfin, ils sont arrivés comme ça, ils ont dit « Bonjour, notre ami est fan de Seigneur des Anneaux. Que pouvez-vous nous recommander ?» Du coup, ils m'ont offert ce gros pavé. Et vous savez, c'est genre le truc énorme, c'est plus de 1000 pages. Donc, je me suis dit, je vais attendre une occasion de le lire bien, parce que clairement, c'est pas le genre de livre que tu peux ouvrir et refermer et lire de temps en temps. Surtout que je me suis dit, si c'est un truc style Seigneur des Anneaux, faut y aller d'un coup, sinon tu sais plus où t'en es. Enfin, voilà. Et puis, il y a eu le confinement, donc nickel, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça, en me disant, voilà. Oui, si je connaissais de nom Ken Follett, parce que dans Mommy, ils en parlent. Le film de Xavier Dolan. Bref. Voilà, mais c'est tout ce que je savais. Et du coup, j'ai juste lu une petite bio de Ken Follett pour savoir un peu qui c'était. C'était un étudiant en philosophie qui a essayé de faire du journalisme. Ça marchait pas trop, donc le soir, il a commencé à écrire des romans.
Et dès le premier, c'était best-seller et genre plus de 20 millions d'exemplaires, tout ça. Donc il est devenu romancier. Donc c'est un roman, Les Piliers de la Terre, c'est son deuxième. Et il a été publié dans les années 80. Et du coup, c'est pas un roman de fantasy. Moi, je pensais que ça allait être ça. En fait, ça s'appelle Comme c'est un anneau. En fait, c'est un roman historique, ça s'appelle. Donc j'en avais déjà lu un, c'était... merde, je sais plus. Capitaine Fracasse. Bon, pour les fins limiers. Et j'avais bien aimé, bref. Donc peut-être je vais vous dire le synopsis, si vous voulez un peu... Avec plaisir. Donc c'est un synopsis de tête, hein, je le lis pas. Du coup, on débarque dans le roman, on est avec un mec qui s'appelle Tom, qui est un bâtisseur de maison. Et en fait, son rêve est de construire une cathédrale. Bref. Voilà. En fait, il est en train de construire une maison au moment où on rentre dans le livre, une maison pour un seigneur. Et le seigneur débarque et lui dit « Arrête tout, c'était pour une meuf, la meuf elle m'a quitté. » Bon, vous doutez bien qu'il ne disent pas les choses comme ça. Donc j'annule tout. Voilà, salut. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser que ça se passait au bas Moyen-Âge. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un détail important finalement. Donc, c'est la galère pour Tom pour trouver un nouveau job parce que ça va être l'hiver, tout ça, et il veut pas être, j'allais dire, en intérim. En gros, il veut pas un job confortable parce que c'est un peu un vagabond qui espère un jour tomber sur une ville qui lui offrira la possibilité de construire une cathédrale qui est son rêve. Ok. Voilà. Donc, on le suit, traverser les villes, affronter des refus, machin. Et en fait, il croise des gens qui sont anecdotiques. Et à un moment donné, on se rend compte que chaque personne qu'il a croisée, on va les mettre de plus en plus aussi. Vous voyez, c'est ce genre de livre où tu lis, tac, tac, et à la 300e page, tu dis oh, mais attends, ce mec, il était à la page 2, machin. Et tu reprends le livre et t'es là, ah, mais ok, je comprends mieux parce qu'il nous avait dit à la page 2 qu'il était comme ça, machin, je comprends mieux sa réaction, machin. Et donc, moi, ça me fait kiffer. J'adore. Est-ce qu'il y a plein de notations dans ton livre? Pas du tout. Oh, bah dis. Eh oui, parce que moi, je surligne tout, mais en fait, là, cette fois, quand je surligne, c'est que je trouve que la phrase me choque, en fait, et où on me fait dire « Ah, sympa » ou « Ah, d'accord ». Et là, il n'y a aucune phrase qui me fait ça parce que je suis juste à fond. Oh. Et j'ai lu sur lui qu'il avait une écriture cinématographique où en fait, c'est vrai que tu as l'image directe et tout, et en fait, tu fais pas attention aux phrases qui comptent. C'est pas la langue, c'est vraiment ce qui se passe. D'accord. Donc tu relèves pas. Vraiment... En fait, c'est une écriture que tu notes pas dans ta tête. Voilà. Et autre que Les Piliers de la Terre, il a d'autres livres, Ken Follett? Oui, il y a 2 suites. Au Piliers de la Terre? Et je crois, mais j'ai pas vérifié, mais je crois avoir vu sur son Instagram qu'il a sorti un préquel le mois dernier. D'accord. Donc, je ne vais plus sortir. C'est fini. J'espère que vous avez apprécié mon revoir. Et ça tombe bien parce que tu n'as pas le droit. Malin. Oh. Donc voilà. C'est trop cool que. Donc je pense que pour un premier pas dans, j'ai envie de dire la fantasy, même si ça en est pas. En fait, par exemple dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Game of Thrones, quand tu lis, c'est un peu chaud. Faut souvent réfléchir et se dire, ok, quel est l'enjeu politique ici? Je me souviens plus si machin c'est le frère de qui. Là, tout est assez simple, sans pour autant qu'ils te prennent pour un débile. C'est très simple de suivre. Et je pense que c'est un bon premier pas dans ce genre de délire. D'accord. Voilà. Et en plus, on apprend plein de choses sur le Moyen-Âge. Oui, tu disais premier pas du coup, parce que c'est plus simple à suivre que les enjeux politiques qu'on retrouve dans Game of Thrones qui sont assez essentiels à l'histoire un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Là, il y a moins de personnages,
mais je veux dire, c'est pas des lignées de ouf comme dans Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, mais c'est quand même le même esprit de toile d'araignée, tout le monde est connecté et voilà. Donc j'adore. Excellent. Lila et Stephen, vous êtes comment avec cet univers? Est-ce que vous êtes familier à l'univers historique, fantasy, tout ça? Je vois des têtes qui sachent de la gauche à la droite. Perplexe nous sommes, j'imagine. Vas-y Lila, si tu veux commencer. Moi, j'ai commencé à regarder Game of Thrones il y a 2 ans. J'ai regardé jusqu'à la saison 3 et ensuite, vu que c'était du streaming, bon, bah, j'ai lâché parce que j'arrivais pas à trouver les bons épisodes et tout. Et j'ai dû... Illégal. Légal, oui. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, pardon. Tu disais que du coup, quand tu trouvais plus les liens, t'as lâché. Oui, j'ai lâché et c'est une amie qui est fan de Game of Thrones qui m'avait dit de regarder. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je suis en vacances en avril, donc bon, autant rentabiliser ce temps. Et bah, j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de se mettre dans l'univers. Après, sans plus, quoi. Ouais, mais t'es allée quand même jusqu'à la saison 3, quoi. Enfin, c'est énorme. Et la saison 3, Juline, est-ce que c'est le gros drame de la série que tout le monde est là, genre? Oui, je crois. Ouais. T'as regardé, toi, Stéphane? En fait, c'est l'exception à la règle parce que j'ai regardé Game of Thrones de A à Z. J'en ai même été fan à un moment donné. Dès que ça sortait, je regardais l'épisode. J'aimais beaucoup les intrigues, j'aimais beaucoup ce qui s'y passait. Au-delà de ça, Le Seigneur des Anneaux, je n'ai jamais regardé et je n'ai jamais eu l'envie de regarder. Même si j'ai vu les Hobbits, en fait, je suis en train de me dire. Mais j'ai vu les Hobbits parce qu'une amie voulait qu'on aille au cinéma voir le troisième, donc j'ai regardé les 2 premiers, mais ce qui ne m'a pas laissé un grand sentiment d'amour pour le style. C'est pas pareil. Juline? Bah, je pense, toi qui es en cinéma, Le Seigneur des Anneaux est plus intéressant que Le Hobbit. Ouais, Rien que techniquement. Parce que. j'imagine. Je sais pas, c'est un univers que Oui, je ne sais même pas si j'ai envie de l'appréhender en fait. je comprends. En vrai, je pense que si j'étais pas tombée dedans jeune, ça aurait été chaud Et de bah, m'y accrocher. Parce qu'il y a beaucoup de c'est- souvenirs aussi qui font que j'aime bien. Ouais. ouais. Que moi, Mais c'était Harry Potter dans ma tendre enfance. Et du coup, aujourd'hui, je reverrais plutôt ça, me rappelant l'enfance, alors que ça, j'ai vu des extraits, parce que les fils de mon ancienne belle-mère le regardaient, mais c'est tout. Et je sais pas, j'ai jamais été attiré. Excuse-moi Laura, qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais c'est juste que ça rejoint un peu la discussion qui avait clôturé l'épisode de la semaine dernière. C'était, on parlait du studio Ghibli et justement du fait de tomber dedans, en gros, quand t'es petit ou pas. Et sinon, comment est-ce que c'est si simple d'accrocher quand t'as pas eu un pied dans l'univers? Mais en réalité, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours les mêmes conclusions. Où, au final, si t'as pas été sensibilisé ou éduqué à quelque chose, c'est compliqué d'y arriver plus tard, quoi. Et c'est là où je me dis que ils ont été forts pour Game of Thrones. Enfin, il a été fort parce que j'ai l'impression que tu vois là, Lila comme Stéphane, vous dites que ça vous a pas. Enfin, c'est un univers le fantasy qui vous attire pas, et pourtant vous avez accroché à Game of Thrones. Ah ouais, ça m'a même beaucoup plu, hein. Mais Ouais, je parce que trouve t'as de la que politique. Ouais, Game of Thrones, je trouve que c'est un peu comment je dirais, un piège pour les gens qui connaissent pas la fantasy, parce qu'au C'est début vrai. c'est très concret et il l'amène au fur et à mesure. ouais. Après avoir mis en place tous les paramètres d'un monde normal où en fait tout ce qui est de l'ordre du fantastique étonne même les personnages. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, il faut directement intégrer À ça. des réalités. Ouais. Ouais. Carrément. C'est Ouais. vrai que ça y joue très sûrement. Et Ça c'est donne vrai envie, que hein. c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas cherché à aller plus loin dans Game of Thrones et que j'ai pas cherché à payer plus pour avoir d'autres épisodes. Euh, Parce que du coup, j'aime pas trop quand c'est pas concret et que je peux pas m'identifier au personnage. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça. Et pareil, enfin, on en a pas parlé, je sais pas pourquoi je dis pareil. L'effet de mode, j'ai pas du tout aimé.
Et donc, j'ai regardé une fois que la saison 8 était terminée. D'accord. Donc, Purée, quelle grande malade tu es, quoi. Mais je comprends, et tu vois, ce que je trouve fou, c'est que... mais à quel point ça nous emporte, ça peut emporter, et à quel point ça vous met indifférent. Et moi, je suis là, genre, comment c'est possible? Je conçois pas ça. Je trouve ça fou. Je pense que pour nous, il y a aussi... on a de l'affection pour l'auteur. Ouais. Et moi, je pense que je suis autant à fond quand je les lis, les livres de Tolkien. Je refuse de dire Tolkien, je trouve ça trop moche. Donc, ce qui me fait tenir quand les descriptions sont un peu longuettes et tout ça, c'est que je me dis que c'est ces mots, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, je vois ce que tu veux dire, Lila, et l'idée de... Il y a tellement un engouement autour du truc que ça fait peur, et t'as pas envie de t'y plonger, quoi. Et puis je me disais, moi, j'ai regardé la première saison en 2019, du coup, si on me spoilait la fin, je connaissais même pas les personnages. Donc je m'en fichais Ouais. complètement. J'ai une Bien pote vu. comme ça, Alice Big Up. À chaque fois que je regardais des épisodes, j'étais obligée de le raconter, sinon je me sentais... Enfin, j'avais trop envie de le raconter. Donc pendant 5 ans, je lui ai raconté Game of Thrones. Sauf qu'il y avait tellement de personnages qu'elle a pu commencer l'année dernière sans se souvenir d'aucun de mes spoils, alors que je lui avais raconté la série, quoi. C'est impressionnant. Ouais, et moi, je n'ai qu'une chose à vous conseiller. Lisez ces livres à vos enfants à même le ventre Ouais. pour qu'ils profitent des joies que c'est de grandir avec. Et dans un groupe Facebook sur le Seigneur des Anneaux où je suis, il y a une daronne qui a dit que... Ça commence. Il y a une daronne qui a lu Seigneur des Anneaux pendant qu'elle était enceinte, et le bébé il est sorti pile poil quand elle a fini. Ah, je croyais que t'allais me dire il est sorti avec une armure et une épée. Non mais c'est ouf, Par- trop mignon. Ouais, non. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Ou est-ce que Merci vous... Laura. Merci à vous, c'était trop chouette de vous avoir. Merci beaucoup Lila pour ta participation. Et si, comme Lila, vous voulez participer au prochain épisode du podcast Égaré, ça se passe sur le Instagram du coup de la compagnie. L'inscription est le mercredi, il me semble. Non, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez vous inscrire dès le jeudi, vendredi, et après on tourne en fonction de vous, le vendredi ou le samedi. Donc, ajoutez-nous sur les réseaux, inscrivez-vous pour la semaine prochaine, le nouveau podcast. Ça sera avec deux autres membres de la compagnie qui nous diront qui a envie de le faire, quoi. Et pour Lila, Juline, Stéphane, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour votre participation. Et vous pouvez retrouver Juline et Stéphane dans Suspect de la compagnie qui sort. Stéphane, quel jour? Le mardi soir à 17h. Le mardi soir à 17h, retrouvez Suspect, le polar vidéo fiction de la compagnie. Ouais, un petit conte à la Agatha Christie, quoi. Voilà. Histoire d'occuper vos semaines. Et Lila, on se dit à bientôt, j'espère, après le confinement, peut-être lors d'une représentation quand on arrivera à jouer. Et tous les écouteurs et les écoutrices, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, gros bisous. Salut tout le monde! Bisous.